Je suis ravi de vous retrouver cette année sur un sujet qui a priori préoccupe beaucoup. Elle fascine dans les médias, elle paraît être pour certains une avancée éblouissante, elle est considérée quelquefois comme un progrès et pour d'autres comme un risque ou du moins de déshumanisation. On va s'intéresser donc à l'IA dans le domaine de la gastronomie, des métiers de bouche comme de la restauration. On nous laisse entendre qu'elle sera peut-être là, cette IA, pour résoudre des problématiques logistiques. Elle sera peut-être là pour simplifier la vie du monde de la cuisine. Elle sera aussi peut-être là pour nous éloigner d'une forme du réel. On a beaucoup de choses à dire concernant cette IA, autant d'un point de vue pratique, et on commencera par la dimension pratique, autant d'un point de vue technique que logistique. On a cette IA qui a priori devrait être là pour apporter une forme de délégation de savoir et de savoir-faire. Elle est utilisée concrètement déjà dans beaucoup de secteurs de la restauration, que ce soit sur la notion de personnalisation de l'offre, que ce soit sur l'optimisation des commandes ou la gestion de stock. Elle apporte des avantages, elle apporte certainement aussi des inconvénients, c'est ce qu'on va essayer de voir. On ne va pas être uniquement dans la notion de la prestation, on va être aussi dans l'intérêt de l'expérience client. On va s'intéresser à la notion de personnalisation de menu ou de fidélisation. Et pour ce faire, j'ai autour de moi, non pas 5 personnes, car une personne qui était celui qui aurait pu nous parler de la donnée, l'informaticien, ne pourra pas être parmi nous. Il est coincé dans sa chambre pour faute d'une pandémie qui recommence encore, mais qui est beaucoup plus connue dans notre pays. Et autour de moi, j'ai donc Marine, qui nous a fait déjà une démonstration hier de son imprimante alimentaire. Tu expliqueras comment tu définis ta machine et avec qui on évoquera plus la dimension food tech pour ensuite se tourner vers la notion de l'IA. J'ai à mes côtés également Morgane qui, elle, abordera plus la conceptualisation, l'utilisation de l'IA comme outil marketing finalement. Et puis Stéphane qui, lui, brode différentes formules de restauration en termes de collaboration dans ces deux sociétés, qui va de l'étoile à la toile ou des étoilés qui utilisent la toile et l'IA. On a un sujet qui est on ne peut plus important compte tenu que l'IA en ce moment est en train de développer énormément de tables rondes sur l'IA. Elle génère finalement sa propre promotion, elle fait une forme de lobbying. Mais si on prend une toute petite lecture historique des métiers de la restauration et de l'alimentation, on s'aperçoit qu'il y a eu tout d'abord la taylorisation du geste. Quand on a créé les brigades, on a commencé par morceler le geste afin que chacun devienne un expert dans sa gestualité. Puis par la suite, on a mécanisé le geste avec la création des robots, des premiers robots ménagers. Cette mécanisation nous amène aujourd'hui vers une mécanisation de l'intelligence, donc du savoir culinaire ou gastronomique, qui se retrouve déjà dans les nombreuses applis collées à nos frigos ou nos fours connectés et intelligents et qui nous renvoient directement nos commandes de produits, voire des propositions de recettes. Cette mécanisation qu'on nous offre à longueur de temps dans notre activité est là sans cesse pour tenter de remplacer un geste. Si je reviens à ces premiers robots, ils ont été là pour remplacer les gestes les plus communs, les moins intéressants, qui apportaient le moins d'expertise, qui étaient simples à reproduire et qui amenaient naturellement un gain économique. Ce sont des programmes logiciels qui, pour nous, sont ancrés dans notre société largement aujourd'hui, qui sont même éloignés de ce que pourrait être l'IA dans l'imaginaire collectif, alors que d'autres vont peut-être mélanger la notion des food tech, des applications, des logiciels et des IA. Dans tous les cas, rappelons qu'une IA, au départ, est un élément qui utilise des données, et une IA moderne, actuelle, générative, réutilise des données pour tenter d'en créer. Et là, je me tourne tout de suite vers les personnes vers ma gauche, parce qu'en disant créer, ce sera un verbe qu'on va largement utiliser. J'arrête mon introduction et je commence tout de suite pour reprendre sur la base même du monde de la cuisine et de sa robotisation, donc le monde de la food tech avec Marine, qui s'intitule d'elle-même pâtissière numérique. Pourquoi ?
Bonjour à tous déjà et merci beaucoup Kylian pour cette invitation. Je suis ravie de faire cette table ronde avec vous. Pourquoi appeler ma société la pâtisserie numérique? Alors l'anecdote c'est que ma précédente start-up s'appelait Sculteo et je faisais déjà l'impression 3D, j'en fais depuis 15 ans et les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Donc à un moment je me suis dit je vais être très littérale, je vais expliquer que j'apporte la fabrication numérique au sein de l'univers de la pâtisserie et de la cuisine. La fabrication numérique, c'est une étape ultérieure à la robotisation que tu viens de décrire parfaitement. Donc, comment en fait des outils, ils peuvent continuer à aider le cuisinier, le pâtissier, mais en intégrant une autre dimension, une autre couche qui est la personnalisation. C'est-à-dire que les premières machines, si vous prenez les dresseuses, les fonceuses, je pense qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà été traînés dans des laboratoires et qui ont vu qu'effectivement, une cuisine professionnelle, c'est extrêmement mécanisé. Et c'est obligatoire, sinon ça serait impossible de tout faire à la main aujourd'hui. Et donc ces machines, elles sont conçues avec des programmes logiciels et des systèmes, des procédés qui impliquent d'y mettre une certaine recette. Par exemple, j'en discutais avec... moi, je suis normande, voilà, donc je discutais avec le chocolatier, un des chocolatiers d'Alençon, qui est un artisan exceptionnel, qui fait du bean to bar, qui est vraiment dans sa traçabilité du produit. Il réfléchit à acheter une machine qui permet de remplir plus rapidement les bonbons de chocolat, sauf que ça lui demande de changer sa recette de praliné. Il me dit, bah, tu comprends, je ne vais pas l'acheter parce que moi, mes clients, ils viennent pour ma recette de praliné. Donc effectivement, la signature de l'artisan vis-à-vis de la mécanisation, elle peut parfois sembler dénaturée. Et donc les outils finalement de fabrication numérique, tels que la découpe jet d'eau, tels que l'impression 3D, tels que la découpe laser, en fait, c'est des miniaturisations de procédés industriels qui ont été inventés il y a, pour l'impression 3D, un peu plus de 40 ans, mais qui ont effectivement une dimension logicielle très forte, qui permettent de donner une très grande liberté à la fois formelle, mais aussi dans les produits qui sont traités via ces procédés. Ça va? C'est pas trop théorique? Ok. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer juste une toute petite vidéo. Ça dure 1 minute de comment la machine fonctionne. Donc l'imprimante 3D que j'ai créée, je fais très rapidement. Donc comme je vous disais, je viens du monde de l'impression 3D. Après avoir revendu ma première start-up, j'ai passé mon CAP pâtisserie. Je suis rentrée en brigade avec l'objectif de construire une machine qui avait vraiment un intérêt pour la profession. Et j'étais notamment dans la brigade du Meurice où ils m'ont donné un brief très fort qui était tu ne changes pas, tu peux nous aider à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, mais par contre interdiction de nous changer la recette. Le goût, c'est notre savoir-faire, c'est notre métier, donc tu ne dois pas toucher à la recette. Et surtout, tu ne nous mets pas d'additifs parce que y a tellement, on veut pas être obligé de mettre du xanthane, je sais pas quoi, pour que ça fonctionne. Donc je me suis intéressée à comment imprimer du biscuit en 3D, faire n'importe quelle forme, sans additifs, tout en respectant les recettes de pâtisserie française. Je me lève juste pour vous démarrer la vidéo, parce que vous allez voir, ça m'a pris un peu 2 ans et demi de trouver le bon procédé, mais j'espère que ça va se diffuser. C'est diffusé là, voilà, ça arrive. Donc comment ça fonctionne? C'est un procédé à base de poudre. D'un côté, on met les solides et de l'autre côté, on met les liquides dans la bouteille, comme vous le voyez. Et cette bouteille, elle est reliée à une tête d'impression qui va venir, à partir d'un programme, dessiner la forme en 3D. Mais comme vous savez, comme moi, une pâte à gâteau, une pâte à 4 quarts, ça ne tient pas dans l'air. Donc ce qu'on fait, c'est que cette impression, ce fichier 3D, on va le faire au sein de la farine de blé, ce qui va permettre de limiter les effets de la gravité. Donc, pour les cuisiniers, pâtissiers qui sont dans la salle, ça ressemble à la technologie des empreintes d'amidon, la technique des empreintes d'amidon pour couler la guimauve. C'est assez proche de ça. Mais moi, c'était pas du tout ça. Mon analogie, c'était les moules en sable pour la fonderie de Formule 1. Quand c'est cuit, en fait, on a juste à récupérer les biscuits qui sont devenus solides au sein de la farine. On les dépoudre, c'est un peu la phase archéologique, on leur donne un coup de soufflette et toute la farine résiduelle, on la recycle pour la fois d'après. Donc il n'y a jamais de gâche ou de perte. Voilà. Et pour rester sur la notion de foodtech, déjà bravo pour cette présentation qui est très brève. On va peut-être l'arrêter pour pas qu'elle tourne en boucle par contre. Si tu veux aller l'arrêter, Marie. Oui, merci bien sûr.
Mais au-delà de cette version, est-ce qu'on peut aussi envisager de trouver des food tech qui viennent accompagner d'autres verbes directeurs dans le domaine de la gastronomie, que ce soit la notion de produire soit, mais aussi de gérer des stocks par exemple, d'orienter, de distribuer, d'apprendre à conserver, de coacher des personnes à former également. Est-ce que tout le monde de la food tech peut arriver à globaliser toute l'activité d'une formule de restauration ? On est nombreux à travailler sur, par exemple, la lutte contre le gaspillage, le travail sur un meilleur approvisionnement, une meilleure préparation de la quantité de production, un meilleur recyclage. J'en parle parce que cette imprimante 3D permet aussi de traiter les coproduits. Donc, notamment, permet de traiter à 100% la chapelure de pain. Je travaille aujourd'hui sur les casses de meringues, sur les casses de macarons. Donc, imaginez arriver à faire la petite pomme de pain que certains d'entre vous hier ont dégusté et la faire en macaron, plutôt qu'elle soit en biscuit. Ça, aujourd'hui, on est dessus en R&D. Donc oui, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi sur les questions de personnel et comment fluidifier au maximum des recrutements d'extras. Parce que c'est pas des projets, comme toujours, qui peuvent être mis en œuvre par des grandes sociétés, mais qui sont en fait possibles par des startups qui ont une économie d'échelle, qui sont une économie tout simplement beaucoup plus petite, avec des très petites équipes qui avancent avec très peu d'argent et qui avancent très vite. Je reformule un peu ma question. Ton outil qui finalement remplace un geste aujourd'hui, est-ce que tu pourrais voir une évolution de cet outil pour qu'il devienne pluricompétent, pluridisciplinaire demain et qui s'adapte avec des options complémentaires ? Ce serait possible, mais mon objectif n'est pas de substituer la personne. Mon objectif est de maintenir le travail artisanal. Aujourd'hui, mon analyse, c'est que le métier du boulanger-pâtissier, qui est ce système de production distribuée, ou des restaurateurs, tous les Français sont d'accord pour dire que ça fait partie de la qualité de notre vie, probablement. On a même dit que c'était des commerces essentiels pendant un moment. Ces gens-là, ils sont menacés, en fait. Leur métier est menacé dans la mesure où il y a des lames de fond très très fortes qui viennent renouveler le métier. Vous avez l'industrie agroalimentaire qui en France est très très forte et on voit bien que certains boulangers-pâtissiers ne sont devenus que des points de décongélation de l'industrie agroalimentaire. Et à côté de ça, on a des nouveaux boulangers-pâtissiers qui sont les chaînés. Vous connaissez tous Marie Blachère, Sophie Lebreuilly, Feuillette, qui font leur travail très bien d'un point de vue du consommateur, ça c'est certain. Et donc qui ont réfléchi qu'on n'avait pas envie d'aller à la boulangerie tous les jours. Et donc on fait des offres pour dire 4 baguettes, la 5e offerte, etc. Parce qu'ils ont compris comment faire. Donc ils se battent face à des structures extrêmement organisées et eux, ils sont tout seuls. Donc c'était vraiment ça l'objectif, c'est ça l'objectif de la pâtisserie numérique, c'est quels outils on leur met en place pour à ce qu'ils puissent continuer à avoir leur singularité. Et c'est ça où la tech peut les aider. Merci Marine, on conserve l'humain, j'ai bien compris. Morgane, c'est vrai que dans les médias aujourd'hui, on nous laisse entendre que l'IA, concernant l'humain, envisage de devenir une réplique du cerveau humain, de faire une imitation cognitive. Est-ce qu'au sein de ton agence, tu valorises cette potentialité ? Aujourd'hui, du coup, donc moi, je travaille dans une agence de communication et de conseil pour les gens qui travaillent dans l'alimentation, que ce soit pour l'agroalimentaire ou les restaurateurs. Aujourd'hui, il est certain que dans les métiers de service, l'IA va apporter des transformations, assez fortes comme l'industrialisation l'a apporté. On est sur un terrain qui est très nouveau, sur lequel on a très peu de recul. Et aujourd'hui, technologiquement, les progrès ils vont très vite. Et comme l'intelligence artificielle générative, le principe c'est d'apprendre, c'est exponentiel. Plus elle apprend, plus elle va devenir performante. À date, pour moi, les freins à moyen, court terme, ça va être des freins légaux, où on va freiner un petit peu ce développement pour que la transition se fasse. Mais il est certain que l'intelligence artificielle dans les métiers de service va remplacer des tâches ou accélérer des tâches. Sans spécialement remplacer l'humain, il est clair que des tâches qui auraient demandé 3 ou 4 personnes à faire avant, ou qui auraient pris 10 heures, vont en prendre une ou vont prendre qu'une seule personne. Moi, je vois plutôt une transformation des métiers avec
je l'espère, un replacement de la valeur humaine au bon endroit, où justement on parle de créer et de créativité. L'idée, c'est que l'IA soit un outil qui va permettre à cette créativité de se développer. Maintenant, il est sûr qu'aujourd'hui, sur des fonctions de rédaction, de traitement de données, même de création d'images, sans parler de droit, par exemple, quand on veut tourner une vidéo et qu'on a un storyboard à faire, donc on va expliquer au client qu'est-ce qu'on va tourner exactement, ce qui nous aurait pris peut-être 2 semaines à dessiner plan par plan, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir une représentation très rapide. Je vais vraiment souvent basculer entre vous deux. Stéphane, qui peut répondre finalement à des questions qu'on aurait pu poser à Olivier aussi, de par l'expérience que tu as. Tu vas nous expliquer les 2 dominants dans lesquels tu façonnes ton activité. Mais sur cette notion de créativité culinaire qu'a commencé d'évoquer Morgane, est-ce que tu as l'impression qu'elle est réduite à l'imitation de données, ou au contraire, elle peut commencer de générer quelque chose? Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je pense que l'IA est limitée en fait dans sa créativité. Pourquoi ? Parce qu'elle est alimentée, enfin, elle se nourrit en fait du contenu qu'on lui donne. Donc, si ce contenu est bon, elle peut éventuellement avoir une piste en fait de créativité, mais pour moi qui est très limitée parce qu'elle n'a pas, si je parle de cuisine et pas de pâtisserie, elle n'a pas en fait le goût, elle n'a pas l'émotion et elle ne sait pas aujourd'hui en fait ce que c'est, comment transmettre en fait une émotion. Donc, l'IA pour moi est limitée de ce côté-là. Bon. Et ce goût, cette émotion, on ne peut pas arriver, ce qui sont 2 dominantes pour moi. L'émotion, je suis d'accord qu'elle est liée à une notion d'individualité, mais le goût, tu es sûr qu'on ne peut pas commencer d'envisager de créer de l'enregistrement de données, même si, comme l'a fait Jean Lenoir dans les années 70 avec ses fameuses fioles olfactives, il a offert la possibilité à un public de trouver une référence olfactive de la truffe ou du carbone, alors qu'en réalité, c'était ses propres références qu'il a mis en fiole. Est-ce que demain, par le biais des IA, on ne peut pas commencer de renouveler cette modélisation ? Voilà, moi, ce dont je me souviens, en fait, c'est que dans les années 2000, on était en train de travailler. Je travaillais pour le groupe Galeries Lafayette, et il y avait un pôle qui s'appelait l'échangeur, qui était en fait sur les nouvelles technologies. En 2000, on travaillait sur tout ce qui était en fait au niveau olfactif, et le fait en fait qu'un ordinateur puisse transmettre, lorsqu'on est en train de consulter ou regarder un film, transmettre en fait une odeur. Bon, ça reste des odeurs qui sont très synthétiques. Donc, si je peux me permettre d'intervenir, sur le fait que l'IA n'a pas d'émotion ou n'a pas de goût, etc. L'IA, elle a une première barrière. Enfin, l'IA, c'est comme un enfant qui est en train d'apprendre quelque chose aujourd'hui. On lui donne une base de données, on lui donne une base de données qui est plus ou moins large, et on lui demande d'apprendre, et puis on lui pose une question A, elle donne une réponse B, et globalement, la récompense, on lui dit ta réponse B, elle est bonne, ou ta réponse B, elle n'est pas bonne. Donc, par exemple, quand vous êtes aujourd'hui sur ChatGPT, vous lui posez une question, toutes les réponses que vous donnez à ChatGPT, ça lui permet d'apprendre si la réponse qu'il vous a donnée vous convient ou pas. Lui, il n'a aucun jugement, analyse, émotion face à la réponse, elle est purement mathématique, c'est-à-dire, bon, là, on m'a dit c'est bien, là, on m'a dit c'est pas bien, donc du coup, j'ai 80% de chance que à cette réponse-là, ça va être juste. Donc, à partir du moment où on lui donne un dataset, et à partir du moment où on lui dit quand est-ce qu'on est content et qu'on n'est pas content, au bout d'un moment, il va savoir qu'est-ce qui nous rend content et quelle est la bonne réponse. Il a une barrière. Enfin, l'IA, c'est un algorithme qui a une barrière physique. Donc sur le goût, il pourra jamais évidemment se projeter. Par contre, il sera quand même, enfin à mon avis, il sera quand même en mesure de savoir qu'est-ce qui va être quelque chose qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas. Alors c'est plus pour moi comme un assistant en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'IA, on parle d'une cuisson, on va parler d'assaisonnement. Aujourd'hui, en fait, elle n'a pas cette perception parce que c'est propre au palais en fait du cuisinier. Exactement, et c'est un peu là où j'allais en venir et où on en revient toujours, c'est que l'IA, c'est un outil au service de la création humaine. C'est un outil qui est nouveau, c'est un outil qui est très puissant, mais par exemple aujourd'hui sur la création d'images et sur la notion d'artistique où il y a vraiment des questions sur la protection des droits d'auteur, parce qu'aujourd'hui l'IA pour créer se nourrit de toute la créativité numérique humaine à laquelle elle a accès via Internet. Donc il y a la question de la légitimité de ces créations et des droits. Il y a un buzz autour des visuels à base d'IA, mais au bout d'un moment, je pense que
Imiter le réel, elle saura le faire parfaitement. Elle le fait déjà quasiment parfaitement. Donc, c'est la question de la peinture et de la photo. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on est passé des portraits où et la photo, c'était fini les portraits. Là, moi, dans mon métier, où on doit faire de la photo culinaire, par exemple, on en parlait hier soir. Moi, j'adore faire de la photo. Aujourd'hui, si la photo, ça devient demander à une machine, demander à l'ordi de créer la photo de croque-monsieur, je ne sais pas si c'est un métier qui va encore personnellement m'intéresser. N'empêche que s'il fait en 30 minutes un rendu qui est aussi réaliste que moi, je prendrais en 3 heures en faisant mes courses, ma cuisine, ma photo, ma retouche, etc., sur le marché, la question, elle va clairement se poser. N'empêche qu'il faut lui demander quelque chose. Il le fera jamais tout seul. C'est là où il y a la limite, enfin en tout cas personnellement que je sens. L'IA aujourd'hui, il ne se réveille pas le matin en disant bonjour, je vais venir faire des photos. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui demande. Il ne se réveille pas non plus en disant je vais créer des recettes, il n'a pas d'envie propre. C'est là où est la limite et que c'est un outil, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui s'en serve. D'où la phrase de Stéphane, c'est avant tout un assistant et non pas un chef. Après, sur la notion de leader, c'est encore une autre dominante. On va rester sur la dimension finalement de la créativité culinaire. Pour créer, il faut utiliser ces 5 sens. Quand on utilise ces 5 sens, d'un point de vue esthésique, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Tu as dit, l'émotion n'est pas captable par une IA. Toutefois, les 5 sensibilités, Marine vient nous montrer que l'aspect tactile peut être transigé par une robotisation. On sait que d'un point de vue visuel, c'est flagrant. On sait que d'un point de vue olfactif, il y a quand même des réflexions aujourd'hui sur la création olfactive via des générations de données. Du point de vue gustatif, vu que c'est vraiment une sensibilité encore plus personnelle que l'olfaction, on n'y est pas encore. Du point de vue auditif, le monde de l'alimentation et le point de vue auditif ne sont pas... Enfin, il y a bien sûr beaucoup d'exemples où ça rentre dedans, mais ce n'est pas immédiat. Donc peut-être qu'en partant sur ces 5 schémas, on va s'apercevoir que petit à petit, il y a une avancée du monde de l'IA pour commencer à remplacer réellement un acteur sélectif et créatif d'une potentielle recette culinaire. Je pensais que Stéphane allait rebondir. Puis non, parce que je suis pas... Enfin, aujourd'hui, si je prends le cas de l'imprimante 3D, elle permet, alors que ça soit sur des moules ou que ça soit en fait sur ce que vous faites, elle permet en fait une forme de créativité. Et on le voit d'ailleurs, les pâtissiers chaque année sortent des bûches qui sont de plus en plus en fait créatives. Et ça, en fait, ces bûches, ces modèles sont dus grâce à l'impression 3D sur des moules qui n'était pas en fait possible il y a encore quelques années. Donc aujourd'hui, la créativité, justement, elle permet en fait, là où la main de l'humain en fait s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en fait des limites techniques. On voit en fait que le S, il est parfait. Techniquement, une personne, en fait, un pâtissier, ne serait pas capable d'avoir quelque chose d'aussi précis, ou ça lui prendrait énormément de temps. Voilà. Donc, dans ce sens-là, pour moi, voilà, l'IA, je pense qu'il y a effectivement en fait une avancée qui est, et on le voit tous les jours. Moi, j'utilise l'IA, et ce matin, j'ai fait par exemple un test juste pour savoir ce qu'elle pouvait générer comme menu pour un bistrot à Tours, en lui expliquant le fait d'être locavore, la saisonnalité, et elle m'a sorti en fait entrée plat dessert avec les fiches techniques. Ouais, c'est sympa, mais ça reste très basique. On va s'éloigner de la notion pragmatique et on vient d'évoquer la pâtisserie. Carême, on sait que pour arriver à créer tout ce qu'il nous a laissé comme recette pâtissière, il a passé un temps fou dans un cabinet de curiosité. Si on génère énormément de recettes, donc là si on reste sur le basique du logiciel, si on génère beaucoup de recettes, à votre avis, est-ce que demain on peut arriver à créer un Bocuse, un Taïwan, un individu virtuel qui va arriver à nous inventer des nouvelles recettes grâce à cette... Oui. En fait, là, on parlait de la limite de la main humaine. On peut parler des limites du cerveau humain. En fait, aujourd'hui, l'IA n'invente rien. C'est-à-dire que, je vais reprendre l'exemple de la photo parce que c'est facile. L'IA, si vous avez une idée d'image dans votre tête qui n'existe pas, vous pouvez prompter autant que vous voulez. Vous ne l'aurez pas. Il va falloir lui demander 1 fois, 2 fois, 3 fois, modifier, etc. Par contre, si vous lui demandez une photo de croque-monsieur, il va vous sortir 15 photos de croque-monsieur qui sont super jolies, super réalistes. Dans la création de recettes, c'est pareil. En fait, l'IA, c'est très récent. En tout cas, c'est récent que le grand public y a accès. Ça fait pas très longtemps qu'on interagit avec cette machine. Elle apprend de façon permanente. Si elle ne pourra pas avoir de nouvelles idées propres,
et on va du coup en revenir à la créativité, l'art, etc. Et ce sera important de parler de l'hétérogénéité de la restauration. Aujourd'hui, si vous lui rentrez tous les livres de Bocuse, tous les livres de Taïwan, tous les livres de Carême, concrètement, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est une intelligence qui est capable de traiter beaucoup plus de données que le cerveau humain. Donc, il va être capable de créer beaucoup plus de combinaisons avec toutes les données qu'on lui a données. Donc, in fine, sans dire qu'il va créer un nouvel humain, il est juste capable de traiter plus de données que le cerveau humain. Les traiter, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il va générer, en fait, va être bon. Ça, c'est un autre sujet qu'on évoquera. Oui, mais c'est vraiment la méthode. Je ne retrouve pas le nom de l'ingénieur américain qui a découpé toutes les recettes en un certain nombre d'items pour faire des sandwichs et qui a fait toutes les combinaisons de sandwichs possibles et inimaginables, et ça a sorti le BLT qui n'existait pas avant. C'est une invention d'un. Enfin, je pense que tu sais mieux que moi qui Non, c'est. mais ça veut dire qu'il y a réellement une créativité. Morgane vient de dire non, on n'est pas capable de créer une nouvelle image, par exemple, pour parler d'une IA classique générative d'image. Tu dis finalement ça ne réplique que des choses qui ont déjà été enregistrées. Si je demande de mettre un dinosaure en train de manger un hamburger sur un skateboard avec un paysage bleu derrière, en train de faire du toilettage canin et de la mécanique auto en même temps, il arrive à me générer cette image qui n'existe nulle part a priori. Oui. Et quand on crée une recette, en réalité, aucun chef cuisinier ne crée une technique. Il crée certes une créativité culinaire, mais en faisant un millefeuille, une stratification de techniques déjà existantes. Ça revient au même que cette génération d'images compliquées. Et c'est le sujet, donc nous, avec un partenaire en création d'outils d'intelligence artificielle en France, on a un bêta d'une plateforme qui génère des recettes pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Donc c'est ce qui s'appelle Senior Gourmand. C'est des recettes adaptées pour les personnes âgées. Aujourd'hui, on lui a rentré une base de 30 recettes. On a fait des images pour 30 recettes. Et l'idée, c'est d'avoir un livre de recettes pour les personnes âgées. C'est pour les aidants qui aident les personnes avec Alzheimer qui ont des problèmes, ils oublient de manger, etc. Plus les problèmes de nutrition des seniors classiques sans qu'ils aient de pathologie. Du coup, ils ont une base de recettes et ils peuvent la personnaliser en disant, la personne que j'accompagne, elle a de l'hypertension et puis elle a un problème cardiaque, donc comment j'adapte cette recette par rapport à son régime pour qu'elle puisse prendre du plaisir et qu'en même temps l'aidant il soit soulagé en ayant des idées qui fonctionnent. Aujourd'hui, l'IA, elle nous transforme les recettes, et les recettes, elles sont toujours justes sur un plan mathématique. Et c'est l'exemple de la crème au chocolat qui a 2 ingrédients. On réduit du lait et du chocolat, on le coule, ça fait une crème au chocolat. Aujourd'hui, si on lui dit, ma grand-mère, elle préfère le caramel, lui, il nous a réduit le lait jusqu'à ce que la protéine du lait fasse du caramel. Et c'est intéressant parce que scientifiquement, mathématiquement, ça marche. Par contre, c'est pas du tout ce qu'on aurait fait parce que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour l'humain, etc. Et l'un des sujets, c'est qu'effectivement, il va falloir poser des questions de façon répétitive à l'IA jusqu'à ce qu'il donne la bonne réponse. Et in fine, il va apprendre à nous donner la bonne réponse et sur des choses simples comme remplacer par du sans gluten, faire du végétal, augmenter le nombre de protéines, augmenter le nombre de fibres, il y arrive déjà très bien. Oui, je voulais juste rajouter que la majorité des IA qu'on utilise, nous, le grand public, elles sont sur un certain système qui cherche le mot le plus probable qu'il doit mettre derrière le mot précédent. Donc c'est ça en fait, il y a des systèmes de données qui sont différents les uns des autres, mais nous, tout ce qu'on connaît, ChatGPT, DALL-E, etc., ça fonctionne comme ça, par un système statistique qui est quelle est la meilleure probabilité de mots que je dois mettre derrière, et il construit ses réponses comme ça. Il y a d'autres types d'entraînement des IA, et toute la question, c'est la question des données qu'on lui donne à manger, comme tu le dis, mais en fait, c'est donc de déterminer quelles sont les sections les racines, quoi, j'ai envie de dire, quel est le vocabulaire qu'on veut lui donner pour ensuite qu'il soit capable de l'associer. Et je voulais juste rappeler aussi que l'innovation, c'est souvent aller chercher dans un univers différent pour rapporter, et les architectures comestibles des pâtissiers que tu citais dans les bûches, c'est exactement ça, c'est vraiment aller se nourrir d'un autre univers pour le réintégrer dans la cuisine. Ça, je pense que l'IA, elle est capable de le faire, justement parce qu'elle a tout dévoré. Alors, elle a tout dévoré, mais si par exemple, on prend le cas des pâtissiers, aujourd'hui, des créateurs comme le nôtre, comme Pierre Hermé, ont marqué en fait l'histoire de la pâtisserie, et on retrouve aujourd'hui en fait leurs gâteaux et leurs créations qui évoluent au fur et à mesure avec des interprétations différentes. On va prendre le cas de Grollet, on va prendre le cas d'un certain nombre de grands pâtissiers, mais aujourd'hui, depuis en fait ces créations, pour moi, en tout cas, à mon niveau, il n'y a rien eu de nouveau, en fait. À part les formes, mais en termes de goût, Hermé, en fait, on développait toute une palette, en fait, qui aujourd'hui est reproduite. Mais
l'IA, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas vu de création qui allait vraiment se dire, bah tiens, on a en fait enfin quelque chose de nouveau. On travaille beaucoup les formes. Et ça, l'IA l'a permis, l'imprimante 3D. On voit Cédric Grolet qui a été connu aujourd'hui grâce en fait à ses trompe-l'œil. S'il n'avait pas eu accès à des imprimantes 3D, il n'aurait pas pu en fait avoir le succès, je pense, qu'il rencontre aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui visuellement est très impressionnant. Maintenant, en termes de goût, ça c'est un autre problème. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'IA, pour moi, restera toujours en fait un très bon compagnon et un très bon assistant. Pour faire une parenthèse sur le goût, et tout à l'heure tu commençais de parler de bon goût, rappelons quand même la base, un goût n'est qu'une représentation que chacun se fait individuellement, on n'a pas des papilles bien rangées sur une bouche, on est une pluriculturalité aujourd'hui en termes de population, on s'aperçoit au fil du temps que les papilles sont certainement positionnées à des angles très différents, avec des enregistrements de ces données en tant que nous-mêmes, processeurs froids que nous sommes et génie chaud que nous sommes à la fois. On enregistre ces données gustatives à des moments donnés, variables, dans des contextes variables, et ça nous amène des représentations pour un même produit très différents. Pour vous donner un exemple concret, un caramel, Marine va peut-être le trouver peu sucré, alors que le même caramel, je vais le trouver très sucré, en fonction d'une éducation, des découvertes, d'une culture, de tout ce qui a formé notre éducation au goût. Donc la notion du bon, ces IA, si elles créent réellement une recette demain ou aujourd'hui, pour certains, ça sera une bonne recette, pour d'autres, ça ne le sera pas. De même que quand on va casser sa tirelire dans un 3 étoiles Michelin, en fonction d'eux, on trouve que c'est bon ou pas. Mais je reviens sur ta notion d'assistant. Ça, c'était sympa parce que si demain, c'est des assistants, on n'a pas l'impression plutôt que les IA sont en train de vouloir faire exactement ce qu'on fait déjà sur les réseaux sociaux, ce rêve de Frankenstein, de créer un autre soi, un autre soi-même, qui peut arriver à répliquer déjà ce qu'on fait. Quand j'écoute des chefs qui veulent utiliser des robots ménagers qui arriveraient potentiellement, grâce à l'IA, à répliquer leurs gestes, est-ce qu'on n'est pas en train de créer finalement quelque chose qui va manquer d'éthique ? Alors éthique, je ne sais pas. Disons qu'aujourd'hui, l'IA, on voit en fait, en tout cas pour moi, un cuisinier ou un pâtissier, ce qui est important, c'est la connaissance qu'il a acquise, mais c'est aussi les tours de main. D'accord ? Le tour de main, le geste. Donc l'IA va reproduire en fait le geste qu'on lui a appris. Est-ce qu'elle va être capable de pouvoir adapter en fait une situation, par exemple sur une humidité en fait sur des pâtes? Là-dessus, moi je sais pas, mais je m'interroge sur. On voit en fait l'être humain. Je prends le cas de boulanger. En fonction en fait de l'humidité, de l'hydrométrie, à partir du moment où on travaille le vivant, parce que le levain, ils interviennent et ils interagissent automatiquement en fonction de leur ressenti et en fonction de différents métriques. Est-ce qu'une IA aujourd'hui va être capable de faire ça ? Si je peux me permettre de répondre, je travaille, et j'espère ne pas trop dévoiler un secret en disant ça, mais je travaille pas mal avec les malteries Soufflet. Donc vous voyez les maltiers qui font tout le malt de bière et de whisky. On a la chance d'avoir une entreprise française qui est le leader mondial dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, ils ont effectivement un programme, puisque un malteur qui détermine les conditions de torréfaction du malt, c'est de quelqu'un qui apprend son métier pendant 10, 20 ans avant d'être efficace, parce qu'effectivement, en fonction de la pression atmosphérique, en fonction du taux d'humidité, de la température, il faut venir changer, je crois, 200 paramètres. C'est un truc de fou. Et vous imaginez, il y a 30 personnes qui sont en train de gérer cette usine, dont le malteur. Et ils lui ont mis, ils ont récupéré les données sur les 15 dernières années, puisque tout est stocké, ils ont tout numérisé, ils ont intégré ça dans l'IA. Et ils utilisent l'IA comme un compagnon du malteur, c'est-à-dire quand il est tout seul, l'IA lui dit regarde, en 1964, le 10 novembre, tu as fait ça, ou vous aviez fait ça, c'était les mêmes conditions atmosphériques et tout. Et ça lui permet juste d'avoir un dialogue pour se dire ah ouais, finalement, est-ce que la solution que j'avais prévue, on a ça dans l'historique, qu'il avait obligatoirement oublié, ou c'était pas lui qui l'avait fait de toute façon. Donc c'est vraiment juste une structuration de données pour un dialogue, c'est pas plus que ça, mais pour eux c'est hyper utile et c'est très complexe. Alors merci de m'emmener sur le sujet de la bière. Justement ce matin en vous attendant j'ai surfé et j'ai découvert qu'une équipe de chercheurs belges menée par le professeur Verstrepen de l'université de Leuven a publié dans un article de recherche dans la revue Nature Communication un article justement sur l'utilisation de l'IA pour arriver à construire
une bière parfaite en identifiant différents composés nécessaires pour la bière. Et réellement, il souligne 2 fois, ça amène à une bière parfaite. C'est quoi, à ton avis, la réalité potentielle d'un tel article scientifique, pourtant, hein, surtout sur la problématique d'une bière parfaite? S'ils ont des données en entrée de milliers et de milliers de consommateurs qui sont capables d'avoir testé 15 bières et de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, avec un certain nombre de marqueurs, ça va donner un modèle, enfin une base de données suffisamment fiable pour qu'un algorithme puisse travailler. Mais c'est toujours la même chose, c'est la donnée en entrée, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Et aujourd'hui, les gens qui utilisent sciemment l'IA, ils investissent énormément d'argent et de temps à créer leur base de données. Et la subjectivité du goût qu'on a déjà rappelé à la sortie, tout à fait. Je reste vers Marine, si vous me permettez quelques secondes. On a dans l'Assemblée beaucoup d'enseignants, Marine, d'écoles hôtelières. Toi, ton outil, est-ce que tu estimes que demain, l'éducation nationale, comme on a beaucoup de moyens aujourd'hui en France pour envisager de développer l'acquisition de matériel dans les écoles hôtelières, est-ce que tu estimes que demain, on devrait obligatoirement enseigner l'utilisation de l'imprimante 3D, comme d'autres robots potentiels, au sein des écoles hôtelières pour que les futurs professionnels maîtrisent ce sujet? Oui, parce que la technologie numérique, elle est effectivement en train d'être utilisée dans tous les pays. Et donc, il y a une question de compétitivité des étudiants face aux autres nations. Enfin, on le voit bien, les Coupes du Monde de pâtisserie, de boulangerie, la France n'est pas systématiquement première, alors qu'on est quand même le pays de la gastronomie, ou l'inventeur en tout cas d'une certaine gastronomie et d'une certaine orthodoxie culinaire. Ça me fait toujours rigoler quand... Enfin, ça me fait rigoler. Vous le savez aussi bien que moi, j'adore, moi, me balader dans les cuisines de chefs étrangers où ils me sortent tous les termes techniques que nous, Français, nous avons codifiés dans la cuisine avec leur accent chantant, où je leur fais répéter 4 fois avant que je comprenne qu'ils m'ont dit dresser, quoi, mais tout va bien. Ou mise en place, c'est trop mignon. Et pourtant, on n'est pas là. Donc, il y a une question de l'employabilité et le rayonnement aussi de la France, je pense, qui nous oblige à revoir la tradition et la moderniser. Je pense que M. Hermé, que tu citais tout à l'heure, avec lequel j'ai la chance de travailler, beaucoup le dit. Il dit la technologie n'est pas contre la tradition, c'est un allié, parce que si on n'est pas capable d'intégrer la modernité dans la tradition, elle va mourir. Comment les professionnels, par contre, déjà en place, peuvent s'adapter à cette évolution technologique ? Alors, par la formation, il y a beaucoup de formations d'impression 3D qui existent et qui sont faites par de nombreux professionnels. Et puis, c'est aussi l'occasion de venir faire dialoguer d'autres publics. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des designers, des architectes. Je travaille notamment beaucoup avec des designers industriels. Je vais vous donner un exemple d'un projet que j'ai mené avec les élèves de l'ENSI. L'ENSI, c'est une école de design industriel à Paris. Ils font plutôt du béton, du plastique, ces gens-là. Ils travaillent éventuellement un peu sur le tissu. Et je leur ai laissé ma machine pendant 3 mois, leur disant inventez quelque chose qui vous paraît intéressant avec la machine, en rapport avec l'impression 3D. Il y a une des élèves, elle a travaillé sur le fait qu'on scanne, on a tous nos scans de dents, on est tous allés chez le dentiste, et l'impression 3D a beaucoup été utilisée pour faire des gouttières, et toujours beaucoup utilisée pour faire des gouttières de réalignement des dents. Donc elle est allée voir son dentiste en lui demandant si il pouvait lui donner son scan 3D. Ce qu'il lui a fourni, c'était quand même assez génial. Et à partir de ça, elle s'est fait une gouttière, comme une gouttière qu'on mettrait pour aller boxer, mais qu'elle a fait comestible et qu'elle a rempli de pralinés et de gel de citron. Et donc, elle a proposé ce dessert, qui était donc un dentier, à venir insérer et manger avec les babines. Et ben, je vous promets que je l'ai fait, parce que je trouvais ça tellement étonnant comme nouvelle expérience culinaire, que ça valait la peine, et c'était génial en fait, parce que je me suis jamais autant léché les babines de toute ma vie. Et vous l'avez mangé dans quel sens? Vraiment sur le haut, comme ça, et j'ai croqué très fort, et puis ensuite, j'ai passé mon temps à récupérer ce qui était sur mes gencives. Moi, j'aimerais intervenir parce que je trouve que c'est intéressant dans cette notion de formation. En fait, que ce soit l'intelligence artificielle, je ne me rends pas compte de la complexité d'utilisation de l'imprimante, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des outils qui sont beaucoup plus faciles d'accès que ce qu'on aurait pu avoir avant. Donc finalement, si la connaissance de la transformation des produits, si le geste est quelque chose qu'on doit apprendre pour avoir une mémoire musculaire, etc., est-ce que pour se servir d'une imprimante 3D ou pour se servir d'un programme instauré dans un four, c'est plutôt de la diminution de compétences techniques
que de l'augmentation réelle de l'humain. En revanche, ça peut effectivement booster la créativité. Et en fait, c'est dans ces subtilités-là que je trouve que la valeur de l'apport créatif ou imaginatif ou humain s'exprime finalement. Parce que la machine, je ne me rends pas compte à quel point c'est difficile, mais je pense que c'est beaucoup plus dur d'apprendre à couper avec un couteau correctement et très vite que de mettre en place la machine. Oui, carrément. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut toujours apprendre à foncer, quoi. On est d'accord, c'est la base du métier. Après, foncer 600 tartelettes pendant 20 ans tous les jours, on peut se poser la question de comment on peut les accompagner à évoluer. Non, Stéphane, Après, c'est l'artisanat. Et on prend le cas, par exemple, des macarons de chez La Durée. À une époque, en fait, ils pochaient et ils les faisaient en fait, à la main. Et puis maintenant, en fait, c'est une machine qui produit en fait, du gros volume. Est-ce que ça reste de l'artisanat ? Là-dessus, on peut se poser la question. Après, le pochage est parfait. Voilà, vous avez aujourd'hui un certain nombre de pâtissiers qui utilisent des fonds de tarte qui viennent, je crois, d'une marque chinoise qui s'appelle Soleil Noir. Ça s'appelle la Rose Noire. Rose Noire, si voilà. vous me permettez, je vais juste repréciser. Donc effectivement, c'est distribué par un très grand groupe suisse maintenant, hein, qui accompagne les artisans, qui commence par un V et qui termine par un A, qui est situé dans le Rhône. Et voilà, vous allez le trouver tout seul. Et cette société, en fait, importe du beurre suisse et du blé français aux Philippines, fait travailler des Philippins à $2 par mois pour foncer les tartelettes avec leurs petits doigts agiles et efficaces, et puis réimporte ces fonds de tartelettes surgelés. À quel prix ? À un prix supérieur à ce que la machine est capable de produire. Ma machine est capable de produire, en tout cas. Oui. Mais ça vend effectivement des fonds de tartelettes entre 50 et peut-être 50 centimes et 1 euro. Ça a été créé initialement pour une bonne raison, hein. C'était un pâtissier qui travaillait en Asie, et en Asie c'est très difficile, et en Australie de sourcer du bon beurre. Donc il s'est dit, il faut que je trouve une solution pour les palaces asiatiques. Et puis l'économie fait qu'aujourd'hui c'est réutilisé même chez nous. Marine nous relance sur l'économie. L'économie en France est égale à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors j'imagine que Marine va nous donner des éléments d'information concernant l'utilisation des imprimantes 3D dans le domaine de cette lutte. Est-ce que les IA peuvent nous aider aussi, à votre avis, dans le domaine de la lutte du gaspillage alimentaire ? Oui, globalement, l'IA, on lui donne un problème, avec un peu de données, il va nous trouver une solution. Alors peut-être pas à tous les problèmes, mais aujourd'hui, si on est dans la prise de décision, l'IA permet quand même d'apporter des décisions qui sont, alors j'allais dire, c'est sans biais. Alors, il n'y a pas on va parler des biais cognitifs. Alors, l'IA, il a tous les biais cognitifs de l'humain, puisqu'il est basé sur les datasets que l'humain lui a donnés. Mais aujourd'hui, face à un problème factuel d'échelle, par exemple, dans mon hôpital, j'ai 10 kilos de déchets par an, enfin, je dis n'importe quoi, hein, et allez, 1 tonne de déchets par an avec la moitié en organique, l'autre moitié en protéinique, etc. Il va nous expliquer comment trier les déchets, où est-ce qu'on peut les emmener, etc. En tout cas, est-ce qu'on peut en faire, oui. Voilà, est-ce qu'on peut en faire. Après, il faudra le mettre en œuvre dans la vraie vie. Encore une fois, l'IA, s'il n'y a pas un robot qu'elle peut actionner pour avoir un impact sur le réel, il ne reste que dans le monde numérique virtuel. Et c'est intéressant par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure, de la dépersonnalisation ou d'avoir une représentation de soi-même qui serait autre. Oui, mais pas dans le monde réel. Oui, je crois que c'est juste, effectivement, on n'a pas passé ce biais-là que l'IA commande directement les robots. Aujourd'hui, on en est toujours à la phase où un humain décide ou pas de mettre en œuvre la décision de l'intelligence artificielle. C'est pareil comme l'assistant pour le conducteur de train. Alors, à Équipe Hôtel, la semaine dernière, il y a une technologie qui est sortie, un four intelligent qui... comment ? Depuis 5-6 ans maintenant. Oui, mais là, quand je dis four intelligent, c'est-à-dire que vous allez mettre une plaque avec des produits, il reconnaît les produits et il va mettre en fait le bon programme avec la bonne cuisson, et on peut mettre en fait plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le même four va cuire en fait plusieurs produits en même temps. Et est-ce qu'il prend en compte toutes les données culturelles, par exemple ? On nous a enseigné, nous, dans le monde pro, qu'un veau
doit être servi rosé, qu'un agneau doit être servi comme ci et comme ça. Si vous allez dans certains pays où la culture est différente, votre agneau sera servi d'un degré de Oui, cuisson mais ça, différent. c'est vous, en fait. Donc, est-ce que votre four peut arriver à s'adapter aussi à vos données culturelles? Ça va dépendre le programme que vous lui donnez. Lui, ce qu'il va reconnaître, il va reconnaître que c'est de l'agneau. Il sait qu'il doit en fait faire tel programme. Maintenant, il suffit de lui dire en fait dans quel pays ou pour quelle population en fait on s'adresse, et il appliquera automatiquement en fait le type de cuisson pour que ça soit adapté à la population pour lequel le plat sera destiné. Oui. Mais je pense que ça revient à l'hétérogénéité de la restauration et du fait de se nourrir. Aujourd'hui, ces programmes et ces outils intelligents, ils sont là pour parer à un problème en restauration qui est celui de la main-d'œuvre, où on a un problème de qualification, on a un problème vous parliez des lames de fond qui secouent le métier. Bon, je pense que les problèmes de recrutement dans la restauration, sûrement à juste titre, ils posent des questions. Et aujourd'hui, quand on doit produire plus de 1000 repas par jour dans des restaurants collectifs réglementés, etc., là, on ne se pose plus la question du culturel. On se demande comment respecter les règles d'hygiène, comment donner à manger avec les apports nutritionnels suffisants. Donc, et efficacement et dans le bon budget. Exactement. Donc à ce moment-là, est-ce que vraiment le métier de cantinier qui consisterait à arriver, ouvrir des sachets de produits congelés ou prédécoupés, les mettre dans des bacs, les rentrer et les fermer dans un produit, c'est un avis personnel, mais à date, si c'est un robot qui s'en occupe, je ne suis pas persuadée que pour l'opérateur, ce soit une grande perte. Par contre, si effectivement ça fait des années qu'on valorise le travail et qu'on essaye de faire accepter aux gens de travailler, je pense que la question du métier qu'on fait aujourd'hui, on est sur des transformations qui sont assez fortes, mais ça pose la question de quel métier on fait, pourquoi on le fait, est-ce que ça nous plaît vraiment, quel est notre rôle dedans, quoi. Donc entre un cuisinier en restauration collective qui lance des programmes parce qu'il n'a pas le choix, et puis un chef qui est dans son restaurant parce qu'il a envie, qu'il est limité à 30 couverts et parce que lui, il a envie d'être là tous les jours, il y a des différences. Et c'est, encore une fois, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est simplement, est-ce que remplacer un opérateur qui est là pour effectuer des tâches presque mécaniques, c'est grave. Peut-être qu'il fera autre chose, peut-être ce sera mieux, on ne sait pas. On parle du métier, je vais vous balancer 2-3 idées comme ça, et vous allez me dire Kylian, c'est absurde, c'est faisable, arrête. Tu parles du métier et où on a des jeunes dans la pièce face à nous qui envisagent potentiellement de choisir ces différents métiers. On sait qu'il y a certaines franges du métier qui sont plus difficiles à admettre, le monde de la salle par exemple, est plus difficile à admettre d'en faire carrière dedans. Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas des outils dans le domaine du métaverse, avec des masques de réalité virtuelle, qui pourraient être là pour les faire rêver justement sur leur évolution de carrière ou sur leur projection géographique de carrière? Il y en a qui se disent peut-être que c'est mieux de travailler aux Bahamas et ils pourraient avoir un masque qui les renvoie vers cette dimension-là. Est-ce que ça ne pourrait pas leur montrer comment ils évolueraient aussi socialement à titre individuel, en hyper rapide, tu vois? Moi, personnellement, tout de suite, déjà, c'est ce que vous venez de dire. Moi, ça ne me fait pas rêver du tout. Moi non plus. Après, il y a peut-être des gens que ça fait rêver d'évoluer dans le métaverse, et je peux tout à fait le comprendre. C'est effectivement peut-être un monde de possibilités, et puis la réalité augmentée, ça doit être des choses très, très intéressantes, et il y a des mouvements qui s'opposent. Mais aujourd'hui, le métier de cuisinier, moi j'ai un CAP, un bac pro de cuisine. Pour voyager à date, c'est quand même vachement bien. Si on a envie d'apprendre des métiers qui permettent justement, on parle de cognitif, d'allier réflexion et geste en même temps, pour le développement et pour sa concentration, pour ses compétences, c'est super. C'est un métier où on a quand même une reconnaissance de plaisir qui est forte. Après, il y a différents types de postes en restauration, et ça va de la restauration collective aux 3 étoiles. Savoir où est-ce qu'on se sent le mieux. Oui, moi je pense qu'en fait, vous parlez en fait du métier de service. Pour moi, c'est pas en mettant un masque virtuel en fait qu'on va savoir ce qu'est le service. Les rapports en fait proxémiques sont hyper importants, et le fait de pouvoir toucher, le fait de pouvoir en fait ressentir.
voilà, là, ça me fait penser un peu à ce que vous me dites, à ce qu'on voit pour certains adultes qui mettent des masques et qui pensent en fait qu'ils vivent des situations un peu particulières. Si vous voyez où je veux venir. Voilà. Maintenant, pour un métier professionnel, le fait, par exemple, pour un pilote de chasse, oui, là, je vais vous dire, ok, pas de problème. Pour des métiers en fait où on est sur des simulateurs, des choses techniques, des pilotes de course, on voit les pilotes de course de moto ou même des skieurs qui aujourd'hui s'entraînent via en fait une intelligence artificielle et sur des parcours qui représentent avec une inclinaison, avec la vitesse. Ça leur permet effectivement de s'entraîner. Maintenant, en fait, pour un serveur, le fait de servir, en fait, on va dire une bouteille de champagne, le fait, rien ne vaut en fait le réel. En fait, si on se projette globalement dans les évolutions numériques de nos sociétés, on passe beaucoup plus de temps sur les écrans, on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, on a une invasion de contenu avec des taux de rétention. Enfin, nous, on fait du social media, donc on sait bien que si dans les 3 secondes, on n'a pas chopé la personne sur la vidéo, c'est fini. On a des taux de rétention qui sont de 3 secondes. On a aujourd'hui l'IA qui va nous permettre de créer du contenu qui répond à la demande des algorithmes des plateformes. Parce que la création de contenu, comme elle était à l'époque sur les réseaux sociaux au démarrage, où on était dans une phase de découverte, là, c'est plus le cas. Ce qui compte, c'est la quantité et combien on met pour pousser les posts. C'est super, on devient des machines à créer du contenu, l'IA va peut-être le faire à notre place. Mais si on suit l'évolution où tout passe par une interface, tout passe par un écran, les représentations du réel vont être faites par des intelligences artificielles. En fait, si on pousse le curseur plus loin, et ça c'est une analyse personnelle, mais dans un monde où tout est faux, la seule chose qui aura encore de la valeur, c'est le réel. Mais il y en aura beaucoup moins. Je suis d'accord, certainement là que la valeur se trouvera. Par contre, justement, en termes de valeur et de métaverse, rappelons, durant 2-3 ans, il y a eu ces fameux restaurants virtuels qui étaient sur une lecture très capitalistique, compte tenu que ce sont des personnes qui se sont lancées à créer des restaurants virtuels et qui accueillaient fictivement des clients, aussi des discothèques qui fonctionnaient comme cela, des clients qui payaient pour pouvoir manger en tête-à-tête avec un autre individu afin de créer une forme de club de rencontre virtuel. Ces personnes payaient une monnaie sonnante et trébuchante et se rencontraient virtuellement et après pouvaient potentiellement se connecter dans le réel. Donc ça a réellement été mis en place, mais ça a duré que 2-3 ans. A priori, ça a été un flop. Comme Second Life. C'est étrange. Est-ce que je peux juste intervenir par rapport peut-être à la réalité virtuelle et aux salles de simulation? Je pense que c'est des outils pour la formation qui peuvent être intéressants. Pour le service, je pense à la salle de simulation qui existe par exemple à Nantes, où ils peuvent vous mettre dans n'importe quelle condition. Imaginons, j'étais à Barcelone la semaine dernière. Barcelone, il y a des alertes inondations systématiques maintenant et je peux vous dire que la municipalité fait extrêmement gaffe et vous êtes cloîtré où vous êtes et vous n'avez pas le droit de bouger. Imaginons, vous simulez avec vos élèves qu'il y a une alerte inondation en plein service. Ça, vous n'allez pas le faire dans votre salle. Si vous voulez les mettre vraiment en condition, qui voient l'eau monter à travers les fenêtres, etc., la réalité virtuelle, les salles de simulation sont des outils qui les mettent réellement en condition et c'est là où ça peut être intéressant pour la formation. Intéressant pour les étudiants. Par contre, pour tous les profs encore jeunes qui sont là, qui seront donc en retraite, à mon avis, dans 3-4 ans, parce que des robots viendront sous forme de vidéos et de masques VR transmettre un geste technique, le prof de demain ne sera certainement plus humain, si on devait être catégorique, caricatural. Oui. C'est vrai que là, préalablement, on n'a pas parlé d'un monde digital. Et quand je pense metaverse, je pense sur le monde digital. Mais effectivement, il y a des restaurants d'expérimentation autour du numérique, comme c'est Ultraviolet de Paul Perret qui a un peu démocratisé ce principe-là. En France, on a Ephémera, qui sont des anciens de l'Institut Paul Bocuse, qui ont un développement très très fort, qui propose des expériences immersives. Là, effectivement, on a du contenu numérique qui va venir enrichir l'expérience client et la dégustation. Encore une fois, ça dépendra du goût et des envies de chacun, mais c'est des restaurants qui rencontrent des francs succès quand ils sont bien faits. Et tous les sens, en fait, aussi sont stimulés. On va avoir l'odorat, on va avoir... c'est en fait une grosse réussite. Après, on est sur des très gros volumes, puisque c'est des établissements, en fait, qui font... Alors, contrairement à Paul Perret, qui est très sélectif et très élitiste, mais Ephémera, on est sur des gros volumes, et ils sont en train de décliner différentes thématiques. Je crois qu'il y a 20 milieux sous les mers, il y a... Voilà, c'est vraiment très impressionnant de voir que
ils répondent aussi à une attente des clients, c'est-à-dire que le client a aujourd'hui envie de vivre une expérience et ils sont sans doute les premiers à permettre en fait cela, en tout cas en France. Tu viens de reprendre un terme qu'on utilise souvent, répondre aux attentes du client. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, l'offre alimentaire, gastronomique, culinaire, dès qu'il y a une IA derrière, dès qu'il y a une algorithmie derrière, vous n'avez pas l'impression qu'en réalité, c'est l'algorithmie qui nous crée une forme de personnalisation à force de stratification de ces données enregistrées, et que ce qui nous est proposé sur nos téléphones, par exemple, n'est finalement que le reflet de ce qu'on a déjà fait avant, et nous enferme dans un modèle alimentaire ou culinaire et nous empêche de découvrir quelque chose qu'on n'a encore jamais découvert. Non, enfin, je suis désolée, je vais te dire non pour te donner un exemple. Je pense que à peu près, enfin, on est nombreux dans la salle à utiliser des plateformes de musique, d'écoute de streaming. Et aujourd'hui, les plateformes ont des recommandations d'artistes. Et, enfin, je pense que vous êtes plein à avoir vécu ce cas-là où j'ai découvert de la musique par l'algorithme de Spotify, par exemple, qui me disait tu devrais écouter ça. Et effectivement, il a raison. Style, oui. Moi aujourd'hui, en fait, en ce qui concerne mon expérience, je pense que c'est pas l'IA qui va me dicter en fait où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je vais en fait aimer. Je peux avoir des suggestions, mais en tout cas, on voit ça plus sur les algorithmes. Vous avez tous fait en fait le test quand vous êtes en train de, par exemple, de penser à quelque chose et d'en parler. Moi encore, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, et que je vais dans Google et que je commence à taper, j'ai déjà en fait le mot ou la thématique qui s'affiche. Donc, est-ce que ça m'influence ? Forcément, ça me permet de gagner du temps et au moins d'être par curiosité d'aller voir ce qu'ils me proposent. Je pense qu'on en revient un peu au débat de l'outil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle en termes de marketing, ça va permettre d'affiner notre connaissance des consommateurs pour leur pousser des produits. Aujourd'hui, nos actes d'achat, penser qu'ils sont 100% libres, à mon sens, c'est une erreur, puisqu'aujourd'hui, ça fait quand même des années qu'on est soumis à la publicité, à des stratégies marketing, qu'on est ciblé d'une façon ou d'une autre, et l'IA va ne faire que affiner ses choix. Et après, soit l'IA va être utilisée pour effectivement nous enfermer dans des niches parce qu'on consomme, soit il peut être utilisé pour ouvrir notre spectre. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, je me souviens avoir été avec les équipes R&D de Yoplait. Ils essayaient de développer un yaourt à la framboise sans colorant. Et du coup, les gens ne l'aimaient pas parce qu'il était moins rose. Donc en fait, dans les tests marketing qu'ils faisaient, les gens, ils ont l'habitude de voir. Donc c'est là où les notions de changement, elles se font progressivement parce que ça demande des changements de mentalité et de goût. Donc est-ce que l'IA va être utilisée pour effectivement personnaliser l'expérience client, nous ouvrir et nous laisser plus libres de nos choix, ou est-ce que en fait, ça va simplement permettre de targeter davantage nos achats Mais oui, par rapport en fait aux réseaux sociaux et par rapport à l'IA, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont considérés, je les considère moi comme un supermarché, c'est-à-dire que c'est nous en tant qu'utilisateurs qui indiquons en fait à l'IA ce que nous aimons, et ce qui fait que l'IA derrière va nous pousser et va forcément en fait nous pousser des produits à la consommation. Juste, c'est pas l'IA, oui, les algorithmes. Après, il peut y avoir l'algorithme. C'est toutes les techniques un peu de SEO, de tracking de consommateurs, d'analyse des données. Mais ça peut aller plus loin. L'IA permet d'en traiter davantage, beaucoup plus, et d'être plus parfois vite. plus fine en fait sur les attentes en fait de ce qu'on peut en fonction de recherche, en fonction de liens, en fonction de l'algorithme. Et l'IA, une fois que c'est mélangé, peut vraiment être très 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 précis. Exactement. Marine, quelque chose à rajouter ? Non, peut-être en conclusion à la fin. Bon. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette notion du geste et que l'IA ne pourra jamais remplacer la dimension artisane finalement du geste humain. Vous l'avez tous à peu près validé. Hier midi, pour ceux qui étaient là, Francis Chevrier, le directeur de l'UHR, a annoncé que pour la première fois, depuis avant-hier, donc, un individu qui s'appelle Guy Savoie rentre à l'Académie française dans la composante des Beaux-Arts, justement, l'Académie des Arts. On a eu, pour rappel, une table ronde il y a un certain nombre d'années, qui est en ligne, sur le curseur entre art, artisanat et industrialisation, ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc, on ne va pas débattre dessus, c'est déjà en ligne, mais pas avec nous. Malgré tout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA va potentiellement demain arriver à définir
l'art culinaire comme un réel art grâce à une algorithmie ou des données complémentaires, des comparaisons par rapport à d'autres arts déjà existants, pour nous refléter enfin l'art culinaire comme un art reconnu. Vous me laissez... Non, mais l'IA, elle va rien faire du tout, en fait. En fait, si on lui demande pas de le faire, encore une fois, elle va pas le faire. Si on a envie de se servir de l'IA pour augmenter notre qualité de production, que ce soit dans la composition des goûts, etc. Mais moi, en tout cas à date, avec les informations, il me semble qu'on a, et avec l'évolution de l'IA, l'IA ne fait rien s'il n'y a pas quelqu'un qui lui demande. L'IA ne fait rien s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis en place un système ou un logiciel. L'IA n'en a absolument rien à faire de savoir si la cuisine l'IA n'a rien à faire de rien. Il faut une matrice. On est d'accord. Voilà. Donc, pour définir, on a commencé d'en parler hier soir. Pour définir l'art pictural, oui. Il y existe une matrice, d'accord, qui s'appelle le Bénézite, qui est donc une grosse bible qui définit ce qu'est un peintre considéré comme un artiste. Il faut avoir vendu, de préférence de son vivant, mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc il faut qu'il y ait une forme de capitalisation dessus. Et surtout, le critère principal, il faut qu'il y ait des disciples qui reproduisent le geste, le savoir-faire. Donc dans le domaine de l'art culinaire, des disciples qui reproduisent le geste et le savoir-faire, la plupart du temps, les grands chefs reconnus sont justement dans ce schéma. Et dans le domaine de la capitalisation, on n'arrête pas de dire qu'on ne peut pas déposer un brevet sur une recette parce que c'est un élément évolutif, sauf que les NFT permettent de créer finalement une recette valeur financière. Et normalement, ma voisine aussi va nous dire que grâce à ton domaine, tu peux arriver à créer enfin une forme de brevet. Oui, c'est effectivement un sujet sur lequel j'ai travaillé et où les chefs m'ont demandé de travailler, puisque une recette n'est pas protégeable aujourd'hui. Et puis, vous le savez aussi bien que moi, les recettes qui sont dans les cuisines professionnelles sont différentes des recettes qui sont publiées, puisque c'est le seul moyen, un moyen détourné pour lequel on protège les recettes et le savoir-faire. Enfin, moi, quand je travaillais au Meurice, j'ai appris toutes mes recettes par cœur, et puis j'avais le droit d'apprendre que les recettes, la partie de recettes que je mettais en œuvre. Et mon cadeau de départ, ça a été qu'on m'a dit, demande-nous les recettes que tu veux apprendre et tu les notes. Voilà. C'est bien, ça donne, je trouve, c'est assez symptomatique, symbolique de quelle est la valeur finalement de ça aussi, de cet agencement de goût, de texture qu'est une recette. Donc nous, dans l'impression 3D, ça fait très longtemps, depuis que l'impression 3D existe, qu'on s'est posé des questions par rapport au droit d'auteur et à la gestion du droit d'auteur. On a fait plusieurs rapports. Moi, j'ai été auditionnée par l'Assemblée nationale, j'ai été auditionnée par le Sénat, notamment sur un projet de loi qui avait été porté par la famille Picasso pour demander une taxation systématique de tous les objets imprimés au 3D au titre du droit d'auteur. Donc, il y a une jurisprudence qui s'est mise en place autour de cette technologie qui, effectivement, permet de reproduire n'importe quelle forme et donc de copier la propriété intellectuelle de quelqu'un, que ce soit une propriété industrielle ou que ce soit une propriété artistique. Donc là, finalement, avec l'imprimante 3D alimentaire, je suis désolée, c'était peut-être un tout petit peu long, mais de la même façon, on crée une forme, et dans cette forme, on peut mettre en œuvre des goûts et des textures, donc créer une recette de A jusqu'à Z. Donc les chefs qui travaillent avec moi, je protège systématiquement les dessins au titre du dessin et modèle pour eux, et puis ai mis en place un système de gestion de droits, c'est-à-dire que si un autre utilisateur de la machine impriment leur forme, eh bien, ils sont rémunérés. C'est des modèles qui vont être répliqués sur la création d'images. Pour parer au problème de droit d'image et de droit d'auteur sur les images, il y aurait l'idée de... moi, je sais, c'est des questions que je me pose, mais il y aurait l'idée de donner en fait son travail sous couvert de protection de ses droits, de ses droits effectivement de rémunération à la génération, mais qui permettrait du coup d'avoir un dataset basé sur des droits que j'aurais cédés à un outil d'intelligence artificielle qui va pouvoir générer les images à ma place sur par exemple des productions de newsletters avec un algorithme bien senti qui a su à qui envoyer, quand, à quelle heure et sur quel sujet. Il va pouvoir générer des images qui vont être basées sur les créations que j'aurais données, qui vont pouvoir être personnalisées à différentes personnes en fait.
Merci bien. Alors, je m'aperçois que le temps passe vite et j'espère qu'on a suscité quand même beaucoup d'énervement sur ce sujet. On n'a même pas encore parlé d'éthique. Donc, on va demander aux demoiselles, si elles veulent bien, mesdames, mesdemoiselles, de vous approcher du public pour que des mains se lèvent, si possible, afin qu'on ait une interactivité avec vous. Allez-y. Je laisse les jeunes filles choisir les mains qui se lèvent, au hasard. Vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Vous m'entendez bien. Merci beaucoup. C'est un sujet, l'IA, c'est un sujet chaud dont tout le monde parle. Mais pour moi, il y a un angle mort que vous n'avez pas abordé. Avant, on se posait beaucoup moins de questions sur l'impact de ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, et vous l'avez souligné d'ailleurs tout à l'heure avec les fameuses starts faites par les Philippins, on ne peut que quand même se poser la question de nos activités. Il y a l'université du Massachusetts qui a prouvé que l'entraînement simple d'une IA équivaut à peu près à 25 allers-retours Paris-New York en avion. Du coup, est-ce que ce sujet vous questionne? Clairement, je crois que c'est Amélie Nothomb qu'on a parlé aussi quand on l'a questionné sur la rédaction, vu qu'aujourd'hui la rédaction elle est prise par l'IA. Elle a dit aujourd'hui l'IA est tellement gourmande en énergie, moi je ne demande rien pour pouvoir rédiger. C'est des choses qui questionnent. Personnellement, sur ces questions-là, je pense qu'on est dans une phase de transition et il faut voir si les gains de productivité et les changements des process vont in fine permettre de créer un équilibre ou de produire moins, ou est-ce que effectivement c'est un modèle qui est voué à l'échec parce qu'il est trop gourmand en énergie. Et ça, hors réglementation, tout ce qui permettra de vendre plus à date, je pense, le marché économique fera son travail, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, mais l'IA consomme. Oui, aujourd'hui, l'IA consomme. Tout ce qui est data center consomme énormément. Donc, est-ce qu'on doit pour autant en fait arrêter de les utiliser? Là-dessus, je sais que de plus en plus maintenant en fait de fournisseurs travaillent sur de l'énergie propre. Là, j'ai pas de. Oui, la machine moi que j'ai conçue, elle fonctionne avec une batterie d'ordinateur portable, donc elle consomme moins de 120 watts. Donc ça, c'était obligatoire quand j'ai conçu la machine pour faire en sorte que ça ne vienne pas alourdir la facture d'électricité des artisans. Donc on est capable de faire de la technologie pas gourmande en énergie, ça existe. Et peut-être juste l'éclairage que je voulais remettre, c'était, n'oublions pas qu'il y a énormément de millions de capital risque qui sont mis sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup, parce qu'il y a un enjeu capitalistique fort avant de se poser les questions de l'intérêt ou la durabilité. Ta question était méchante, Stéphane. On est tous responsables, mais pas coupables, tu sais très bien, face à ce sujet. Une autre question, madame? Ou, je ne sais pas, où est le micro? Les micros. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Il a été évoqué donc, que l'IA était un compagnon, un assistant pour le chef pâtissier, chef cuisinier. Et en termes de contraintes, a seulement été évoqué aujourd'hui le temps de formation. En termes de contraintes, j'aurais aimé savoir, moi, quel était le coût de la machine de l'impression numérique et ainsi que le temps de création. C'est vous qui avez fait donc les petites réalisations du repas d'hier, donc oui. Les petites cages sur la tarte au citron meringuée. Il y en avait un certain nombre. Est-ce que vous pouvez nous évoquer le temps que ça a pris de faire tout ça, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Une petite pomme de pain, ça prend 3 minutes à la machine à fabriquer. Elle en fait une quarantaine toute seule avant qu'il y ait besoin ou soixantaine avant qu'il y ait besoin d'une intervention humaine. En termes de coût, portion, donc tout rendu, machine, électricité, matières premières, etc. Je le dis parce que en fait, je ne les ai pas fait payer à qui que ce soit, donc je peux vous dire, c'est de ma poche. Et ça coûte 30 centimes. Et la machine, je la loue 700 € par mois. Je préfère la proposer en leasing parce qu'en fait, on est en R&D tout le temps et on change la machine tout le temps. Allô? Oui.
Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je trouve que le sujet est assez passionnant et j'avais justement deux questions, qui sont des interrogations un petit peu plus globales en fait sur le débat de la robotisation du travail, à la fois du côté de ce que les pâtissiers notamment ou les cuisiniers peuvent offrir, et à la fois du côté de ce que la clientèle peut demander. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est que par exemple, du point de vue de la demande, à quel point, peut-être vous avez évoqué je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, vous avez évoqué ça au tout début, mais à quel point on a une vraie demande pour des produits qu'on pourrait considérer des produits un peu schizophrènes, c'est-à-dire à la fois authentiques, mais en même temps produits par une machine. Quand on voit par exemple qu'aujourd'hui on a des processus industriels qui pratiquent le défaut industriel, c'est-à-dire qu'en gros vous allez avoir des tartes qui sont faites par des machines, mais avec des pommes disposées de manière un peu erratique pour qu'on ait l'impression que c'est la main tremblante de la grand-mère qui les a posées, etc. Ce qui prouve que d'une certaine manière, on a quand même envie d'avoir l'impression de manger une tarte de grand-mère, quoi. Et du côté du travail, la question que je me pose, c'est à quel point on peut trouver l'équilibre entre le confort potentiel que peuvent apporter les machines, ça c'est un vieux débat, sur certaines activités productives pénibles, etc. Et à côté, la perte de sens aussi que ça peut provoquer pour une partie des personnes qui travaillent, de se sentir remplacées par des machines. Voilà, moi ça me fait penser à une phrase de Coluche, voilà, qui dit, vous savez, une machine, c'est jamais en vacances, c'est jamais en repos, c'est jamais malade, et pire, ça n'a même pas besoin de travail. C'est-à-dire qu'en gros, on vit quand même dans une société où les individus ont besoin de travailler, et à quel point ils peuvent accepter aussi d'être remplacés par des machines quand on les pousse justement à systématiquement retourner vers le marché du travail, etc. etc. Voilà. Après. Alors, sur la notion du sens, on peut être d'accord avec tout ce que vous venez de dire, parce que finalement, ce n'est pas une question. Mais dans tous les cas, cette situation dans le monde de la gastronomie de l'utilisation du sens, une terminologie qu'aujourd'hui on utilise à tout va, quelles que soient les générations, il ne faut pas oublier qu'elle est quand même la racine du mot sensibilité, sensation, sensationnel, sensitif, sensoriel. Tout cela, finalement, nous éloigne peut-être même de l'utilisation du mot sens. Et s'il y avait réellement une définition qui pourrait encore trouver sa place de l'utilisation du mot sens grâce à toute cette foodtech qui est un nouvel univers, c'est le fait que la foodtech offre toujours une forme d'esthétique, qui est une lecture du sens, une forme d'esthésie, c'est-à-dire notre représentation qu'on s'en en fait, et une forme éthique aussi. Et là, c'est là-dessus où je pensais, parce que je vous ai entendu intervenir hier, et je pensais que vous alliez au contraire nous amener un poil à gratter sur la problématique de l'éthique, qui est encore un sujet qu'on n'a pas abordé et qui mériterait d'être abordé. Donc du coup, je renvoie la question vers mes comptes. Je suis un peu politique sur les bords, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin quand même de créer un jour une commission d'éthique, pour un peu dans le sens du débat de monsieur, une commission d'éthique qui crée un cadre sur la bonne utilisation rationnelle et morale de ces robots, de ces outils, de ces algorithmes? Alors, il me semble qu'il y en a une. J'ai pas tous les détails, mais je crois qu'au ministère, il y a une commission. Au gouvernement, il y a une commission. Ah, dans le domaine de la gastronomie. Alors, dans le domaine de la gastronomie, je ne sais pas sur l'IA. Je sais qu'ils sont pour parler, puis qu'au niveau éthique, l'Europe, c'est l'une des questions sur les avancées en IA, l'Europe, etc. Plus d'éthique. Oui, j'ai pas d'avis en fait, et j'ai pas d'expertise là-dessus. Maintenant, je pense qu'on a toujours besoin de cadrer les choses en fait. Pourquoi est-ce que, à un moment, la créativité, si l'IA permet de créer derrière des choses, et permet en fait d'évoluer, permet, comme on l'a dit en fait, de pouvoir pousser vraiment en fait la créativité jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'encadrer en fait tout ça? En fait. Il y a aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est l'IA, c'est très, c'est pas qu'on a tendance, c'est nouveau, comme quand Internet est arrivé, quand il y a eu la robotisation. Donc on avance tous en fonction de nos ressentis, de nos compréhensions. Le marché avance en fonction des possibilités. Mais aujourd'hui, c'est très récent et c'est assez passionnant de pouvoir vivre cette arrivée, comme quand Internet est arrivé.
pour moi, c'est complètement comparable. Donc, par exemple, sur les questions qui ont été soulevées de consommation et d'impact environnemental de l'IA, c'est un problème. Est-ce qu'il va être réglé? Est-ce que ça va enlever l'outil? Est-ce que ça va transformer l'outil? Est-ce que l'outil va trouver la propre solution à son problème? On ne sait pas. Sur les transformations du travail, il y a effectivement des questions. Ça va transformer le monde du travail et le monde du service. Et aujourd'hui, un juriste qui a appris le code par cœur, on peut à peu près dire avec certitude que dans quelques années, ça ne servira plus à rien. Alors que pourtant, Mais sur le juridique aussi, alors que c'était vraiment valorisé. Donc la responsabilité, et sur le juridique, il y a aussi un point qui est aussi important sur la responsabilité. C'est-à-dire que si une IA génère, on va dire des recettes ou des plats, qui en fait est responsable? Est-ce que c'est l'IA qui est responsable parce qu'elle a créé quelque chose, ou est-ce que c'est en fait celui qui l'a programmé? On voit le cas par exemple avec les assureurs au niveau de la conduite autonome. En France, aujourd'hui, ce n'est pas en fait toléré. On voit en fait que lorsqu'on lâche le volant, au bout de quelques secondes, on dit remets les mains sur le volant, parce que la responsabilité, est-ce qu'elle est liée en fait au conducteur ou au constructeur? Ce qui est le cas en fait aux États-Unis, eux, ça leur cause pas de problème. La voiture, elle conduit toute seule. C'est en pleine création. Mon épouse est dans ce domaine-là. C'est en pleine création. Ils sont en train de refondre toutes les conventions d'assurance par rapport à ce sujet-là. Il y a beaucoup de commissions qui se dessinent. Mais pour aller... Oui, pardon, non, il n'y a pas de souci, mais en fait, je suis globalement d'accord avec tout le monde. Je pense le droit ne doit pas venir avant les problèmes. Il faut toujours laisser le temps à la technologie de se mettre en œuvre, et ensuite... le droit est là pour accompagner les changements sociaux. Enfin, mettons bien les choses dans l'ordre. Et je pense que les juristes le font. Donc, créer aujourd'hui des lois d'interdiction de l'IA, ça me semble tôt, comme tu dis. Et le parallèle avec Internet, il est bon. Moi, je me souviens que sur l'impression 3D, on s'est posé la même question. Faut-il légiférer l'impression 3D? Parce que ça va faire détruire tout le droit d'auteur et on va se mettre à copier tout le monde. En vrai, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font des mignons, ils font des Yoda. Bon, d'accord, je suis désolée pour Disney, mais je suis pas sûre que ce soit l'entreprise la plus à plaindre en termes de droit d'auteur. Donc, c'est pas très grave. Et peut-être que ce qui va se passer n'est pas très grave. On peut pas le savoir encore a priori. Ce qu'on estime toujours trop tôt, ce que tu viens d'utiliser, et tout de suite trop tard le lendemain. C'est toute la difficulté, tellement les choses vont vite aujourd'hui en termes de communication et développement. Mais dans tous les cas, par rapport à la dernière question du monsieur, c'est quand même l'inquiétude de se laisser déposséder de notre propre conscience ou de notre propre sensibilité, pour reprendre les termes de Stéphane au départ. Je prends juste une intervention de deux énergumènes, là, Bill Gates et Stephen Hawking, qui, associés tous les deux, ont manifesté leurs craintes dans le quotidien britannique The Independent. Ils ont dit « l'IA pourrait être la pire erreur de l'histoire de l'humanité. Ces ordinateurs pourraient devenir si compétents qu'ils nous tueraient peut-être par accident. » Est-ce que vous ne pensez pas que dans le domaine de l'alimentation, si on laisse le monde de l'agroalimentaire utiliser l'IA, on pourrait se retrouver finalement avec des éléments organiques à l'intérieur de nouvelles recettes qui n'ont rien à faire dans notre corps une fois incorporés? Moi, je veux bien répondre. Encore une fois, le monde de l'agroalimentaire, c'est des gens qui prennent des décisions basées sur des données pour répondre à des exigences économiques. Moi, je trouve que faire porter au logiciel dont on se sert les responsabilités des choix qu'on fait par les humains, aujourd'hui, on est dans des systèmes qui ont des défauts qu'on constate tous les jours et à plein de niveaux. L'agroalimentaire a des défauts. Moi, je travaille pas mal avec l'agroalimentaire et ils se font taper dessus en permanence. Alors, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais aujourd'hui, les gens qui travaillent en agroalimentaire, ils ne se réveillent pas le matin en se disant « Yes, on va leur faire bouffer de la merde toute la journée ». Pas du tout. Ils ont envie de faire leur travail comme tout le monde, ils ont envie d'avoir du sens, ils ont l'impression de faire les meilleurs produits avec les contraintes qu'ils ont. Donc, le côté un petit peu, presque complotiste derrière l'IA ne sera complotiste et ne sera utilisée à mauvais escient que s'il y a des gens pour les utiliser à mauvais escient. Donc, par contre, sur le côté dépossédé, je pense que l'intelligence artificielle, ça viendra peut-être questionner notre humanité, notre rapport au travail. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler? Quel plaisir on prend dans notre travail? Quelles sont les tâches qui veulent nous être données? Et qu'est-ce qui fait la différence entre une intelligence artificielle qui, avec un schéma neuronal, traite de la donnée, comme notre cerveau? Est-ce que notre différence, c'est notre humanité, par exemple, notre capacité à ressentir des émotions, à interagir les uns avec les autres, etc.
c'est un peu sur les principes de valeur, c'est-à-dire où est-ce qu'on met la valeur et où est-ce que le travail va être intéressant pour nous par rapport à la... On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. C'est des questions que je me pose. On n'est pas là pour trouver des réponses à une table ronde. On est là pour se poser des questions. Il y a une question justement pour madame là-bas. Mesdemoiselles, coucou mesdemoiselles. Vous voyez, il y a une question de la dame là-bas. Oui, bonjour. Donc c'est pour rebondir par rapport à ce que vous disiez. Le risque qui me semble le plus important, c'est peut-être la conséquence de la baisse des compétences due à une utilisation massive de l'IA. C'est-à-dire que des générations, pas nous, peut-être pas la génération des étudiants, mais 2-3 générations après, qui ne seraient plus capables en fait de faire les choix que nous nous sommes capables de faire dans l'utilisation de l'IA, parce que eux n'auraient pas tout le capital culturel que alors, nous on a. Là, moi, je vais essayer juste moi de répondre sur ce point-là. Si on prend le cas juste en fait d'une école hôtelière, dans les années 60, le référentiel en fait, il était comme ça, d'accord ? Aujourd'hui, il est comme ça. Donc c'est pas l'IA en fait qui va appauvrir en fait la connaissance, c'est la société. Moi, sur ce que vous venez de dire, il y avait quelque chose au début quand j'ai découvert les IA génératives qui m'intriguait, notamment sur la relecture orthographique et sur comment est-ce qu'on servait de ChatGPT pour répondre aux devoirs, etc. Et justement la compréhension. Et il y a effectivement des questions, c'est là quand on parlait du réel, c'est sur le développement du cerveau humain en fait. Quand on est plus jeune, le fait d'écrire pour mémoriser, ça aide. Le fait d'entraîner son cerveau à effectuer certaines tâches, ça permet le développement cognitif. Et effectivement, il y a la question de si par exemple, il y a déjà eu le passage de le fait de plus écrire avec son crayon, mais d'écrire avec un ordinateur, comment on mémorise et comment on structure. Il y a le fait de la maîtrise de la langue, très immédiat avec ChatGPT, ça permet de caché, parce que moi j'ai eu beaucoup d'alternants et de stagiaires post-Covid dans mon entreprise, et au niveau de la rédaction de phrases, mais même la compréhension des mots et la construction d'une phrase, elle était vraiment compliquée. ChatGPT permet de le masquer, mais au-delà de sa capacité à rédiger, ça démontre aussi sa capacité à réfléchir, puisque les mots nous permettent à réfléchir. Donc là-dessus, il y a effectivement des sujets, et c'est peut-être là, quand on dit que le législateur va intervenir, c'est aussi la question de, aujourd'hui, les nouvelles générations, la génération alpha, qui est celle qui arrive après la Gen Z, par exemple, elle n'a plus besoin de mémoriser un plan, elle n'a plus besoin de se fixer un rendez-vous et de respecter un horaire parce qu'on peut prévenir. Donc il y a plein de choses dans la façon dont on se sert de notre cerveau et dont justement ces outils et ces assistants viennent nous aider, qui nous questionnent sur comment est-ce qu'on développe nos cerveaux, quelles aptitudes. Et s'il se trouve que c'est pas bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, on commence à nous dire attention, les écrans avant 3 ans, c'est non, les temps d'attention, on a de la donnée qui arrive sur ces choses-là, et le positif et le négatif, on espère que, peut-être à tort, qu'on s'en servira correctement. Je reviens sur cette notion de risque de perte de compétences. On est toujours finalement en tant qu'humain dans une lecture nostalgique, c'est notre fameux souvenir proustien qui nous draine sur cette volonté de se créer ce propre plaisir. Et je m'étais amusé dans ma thèse à regarder excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, le diplôme que passaient les jeunes, le certificat d'études, voilà. Le certificat d'études, j'ai fait une analyse de tous les certificats d'études de 1937 à 1943, et je me suis aperçu que sur toutes les épreuves demandées aux jeunes, quelle que soit la discipline, maths, français, etc., eh bien, il y avait à 75% une épreuve qui portait sur un sujet lié à l'agriculture ou à l'alimentation. Pour exemple, en mathématiques, papa boit un godet de vin de 15 centilitres au début du repas, 3 durant le repas, papa repasse 4 fois à table dans la journée, il en prend 6 entre les repas, combien d'hectolitres papa aura bu à la fin de l'année? Voilà. Ça, c'est une compétence que plus personne n'a parmi nous aujourd'hui, de savoir calculer de cette manière, et on pourrait le regretter d'ailleurs, quand on savait analyser un paysage gastronomique grâce à de la littérature ou grâce à de la géographie. Il y a donc une perte nécessaire. D'un point de vue technique, on a transmis le système d'abaisser la pâte jusqu'à ce qu'un laminoir arrive pour être un premier outil, le premier presse purée, à certaines montées, un drame finalement,
pour ce qu'on fait aujourd'hui dans notre savoir-faire de faire une purée à la fourchette. Il y a toujours une requête de se dire c'était mieux avant, c'est certain. Mais il faut peut-être quand même laisser la possibilité de dessiner l'avenir. Et demain, les IA, les algorithmes, les food tech seront peut-être des outils intéressants à condition d'accepter, d'apprendre à les utiliser. Et peut-être que demain, ça fera perdre des métiers. Je suis d'accord si c'était sur la notion d'employabilité qui était votre question, mais ça va créer des nouveaux métiers. Aujourd'hui, aucun d'entre nous ne se dit qu'il sera responsable qualité de l'utilisation de tel robot ou responsable qualité en observation de l'utilisation de tel IA, mais dans une génération ou deux, ça sera peut-être le cas. Petite question devant, s'il vous plaît. Alors, moi, la question que je me posais, c'est quand même, est-ce que ça ne risque pas de lisser la créativité, puisque l'IA va aller puiser dans une base de données. Et finalement, l'exemple que vous nous avez donné de l'élève de l'ENSI, c'est elle qui a eu l'idée. L'IA n'a fait que lui permettre de la développer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, personnellement, je pense que aujourd'hui, sur la notion de créativité, notamment dans la création de visuels, moi je fais beaucoup de photos, vidéos, création graphique, il y a déjà un lissage et un nivelage vers le bas, parce que la quantité qui est demandée pour répondre aux exigences de stimuli extérieurs qu'on a, elle est énorme. Et après, ce sera la différence entre un graphiste, un directeur artistique, par exemple, et un artiste. Je pense que ceux qui auront une vraie créativité, en tout cas j'espère, sauront se servir de l'IA de façon à ce que ça les rende créatifs, ou la vraie créativité ou la démarche artistique, en tout cas, sera mise en avant. Mais le lissage et le nivellement, aujourd'hui, il est déjà présent avec ou sans IA. Voilà. Après, est-ce que ça va être pire, est-ce que ça va être moins bien, je ne sais pas. Oui, après, concernant la gastronomie, la créativité, si je prends en tout cas, moi, par exemple, le secteur des chefs étoilés, on a pour moi une vingtaine de chefs étoilés en France aujourd'hui qui sont créatifs. Donc le reste, ils ont en fait un savoir-faire, ils ont en fait acquis un bagage de transmission, que des chefs en fait leur ont transmis au fur et à mesure en fait des années, au fur et à mesure des expériences. Mais la créativité, si on prend le cas d'un Gagnère, d'un Mazia, d'un Adrien Cachot, qui sont en fait, donc je parle d'une filiation parce que ce sont 3 personnes avec 3 fortes personnalités qui sont très créatifs. Ils ont appris, en fait, pour eux, il n'y a pas de limite en fait, dans l'interprétation. Alors qu'avec une IA, je pense qu'elle va forcément avoir une limite. Pourquoi ? Parce qu'elle apprend et elle s'enrichit en fait, du contenu qu'on lui donne. Voilà. Je pense, Stéphane, que tu as perdu beaucoup de clients en disant qu'il n'y a qu'une vingtaine de chefs qui sont créatifs. Non, mais c'est ce que je pense. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, en fait, des chefs créatifs. Alors, qu'est-ce que la créativité en cuisine ? Un autre sujet, une prochaine table ronde l'année prochaine. Voilà, je pense que j'ai cité en fait 3 chefs aujourd'hui qui sont très très créatifs, quoi. Et je crois que c'est vraiment qu'un outil et que, les outils ne sont que des outils. Et à côté, on est des êtres vivants. Et on a un ensemble d'expériences. Et cette jeune fille, elle a pensé à ça parce que c'était son expérience et elle était allée chez son dentiste la semaine d'avant, vous voyez ? Sinon, elle n'aurait jamais eu l'idée de demander ça à l'imprimante 3D, de l'aider à concrétiser cette idée. Donc, on est toujours la somme d'une expérience qui fait que nous sommes tous différents. Et ça restera un moyen, la créativité n'est que la précipitation d'une somme d'expériences individuelles. Mais merci Marine, parce que c'est une forme de conclusion. Les outils ne sont que des outils, tu as raison, même si on appelle ça une forme de transhumanisme, l'utilisation de l'IA, même si c'est pour nous un rêve, souvent un rêve aveuglé, dans tous les cas, c'est un outil qui est là pour être un acteur de tâches subalternes, répétitives, à qui on laisse faire, pour qui on laisse faire les choses, ou au contraire on envisage de maîtriser les choses, de les transmettre et de les appréhender. Dans tous les cas, même si ça pouvait être mieux avant, ça sera peut-être mieux demain. Mais dans tous les cas, l'IA est certainement encore là et sera là demain pour nourrir notre corps et notre esprit. Merci beaucoup.